quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. On va parler de la gifle de Brigitte Macron. Alors, première nouvelle, ça n'était pas une bifle, hein, cette affaire crée des regrets, évidemment. Mais j'en ai plein le fiac, et je voulais revenir là-dessus. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un instant grognon. Alors, les amis, vous connaissez la guinguette. Loin de moi l'idée de commenter ces fausses affaires qui sont vraiment des écrans de fumée successifs, qui sont vraiment des non-sujets. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant dans cette affaire, car structurel. Donc, c'est le point de départ de la séquence que je veux vous proposer, mais qui va aboutir sur autre chose qui nous pousse à la prudence et qui nous pousse à arrêter d'être cons, pour le dire très crûment. C'est-à-dire que l'affaire de la gifle, alors vous avez vu les vidéos, on va le remettre parce que sinon ça va être incomplet. Je veux dire, on n'est pas sur LCI ici. Donc, on va regarder le reportage de RMC, qui en a parlé en direct, pour nous parler de cette affaire énorme. Nuit, Emmanuel Macron à son arrivée en Asie. Le président entame donc en Asie une tournée qui va le mener à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, où il est arrivé cette nuit avec une image qui est déjà très commentée sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui. Romain, que vous allez nous la décrire pour RMC. On voit donc le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les deux mains de Brigitte Macron agrippées puis repoussées. Le visage du président Emmanuel Macron disparaît de l'image quelques minutes avant de réapparaître pour descendre de l'avion. Il précède sa femme, semble lui tendre le bras pour qu'elle l'attrape. Voilà, donc le drama, un drama dans la famille Doubtfire. Est-ce qu'ils s'engueulent? Est-ce qu'il y a eu bagarre? Est-ce qu'il n'y a pas eu bagarre et tout ça. Alors, on va décortiquer ce qui me semble intéressant. Le geste en tant que tel, je vais vous dire tout de suite le fond de ma pensée, j'en ai absolument rien à foutre. Mais vraiment absolument rien. Il y a des analyses de partout, vous voyez, il y a des photos, on voit Macron qui se serre le poing, on voit des trucs assez extraordinaires. On a l'Élysée qui a réagi, l'Élysée qui parle de fausses informations. Et c'est la première chose intéressante, mais qui à la limite mérite d'être évoquée, mais qui est plus un rappel qu'autre chose. Parce que vraiment, comptez pas sur moi pour analyser la gestuelle, le machin, le bidule, j'en ai absolument rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça veut dire à la fois de notre société et à la fois de notre aveuglement. La première chose, c'est l'Élysée, qui est devenu une caisse de résonance d'un État en phase terminale, pour être très clair, d'un État démocratique en phase terminale. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui à l'Élysée des gens qui sont obligés de tout de suite réagir en disant « Non, mais en fait, c'est un coup des Russes. Non, mais c'est la désinformation. Non, mais je sais pas quoi. » Alors qu'ils n'ont aucune preuve. C'est un pouvoir à la dérive et qui pousse l'Élysée, en tout cas ceux qui y travaillent, à se faire le relais de la propagande ambiante, à se faire le relais du narratif dominant pour détourner les esprits. Mais ça, si vous voulez, ça nous met au même niveau que les États-Unis. Ça nous met au même niveau que la porte-parole de la Maison-Blanche. Je sais qu'Idriss Aberkan aime souvent rappeler cette séquence, et on l'embrasse Idriss évidemment. La porte-parole de la Maison-Blanche, quand des journalistes, sous Biden encore, avaient demandé si Biden était sénile, c'était la porte-parole, attends, je vais vous retrouver sa photo. Elle a un nom très français, en plus c'était rigolo, comment qu'elle s'appelle? Karine Jean-Pierre, voilà cette dame. Karine Jean-Pierre avait réagi dans un numéro de théâtre en disant « Mais non, mais pas du tout, il n'est pas du tout sénile et tout va bien ». Et elle se moquait des journalistes. Et à ce moment-là, on était beaucoup, notamment en France, à dire « Ouais, c'est n'importe quoi, vous voyez bien, la Maison-Blanche cache des choses, machin, bidule et tout ». On est au même niveau. Ni plus ni moins. Et en vérité, l'Élysée a toujours joué ce rôle. Après, c'est une question de fréquence, c'est une question d'importance des affaires à cacher. Mais l'Élysée a toujours été le cache-misère. Dans les affaires sous Sarkozy, l'Élysée n'allait pas faire des communiqués en disant « oui, c'est un salaud ». Pareil avec Hollande.
quand il allait se promener en scooter pour aller se taper sa gonzesse avec un sac de chouquettes, l'Élysée faisait pas des communiqués en disant « Mon Dieu, le président bafoue toutes les règles de sécurité, il aurait pu arriver un drame ». C'est le rôle de l'Élysée d'être dans la propagande ambiante et de protéger le pouvoir. Mais au fond, l'Élysée, ça veut rien dire. On a l'image historique, on a la notoriété historique, symbolique. Mais ça veut rien dire, l'Élysée. L'Élysée, aujourd'hui, c'est un ramassis de gens qui sont des conseillers de Macron. Donc ça vaut pas un pichet de cidre non plus. C'est aussi là où on crée peut-être des attentes sur des fantasmes que l'on crée tout seul. Parce que l'Élysée, vous avez le symbole historique, vous avez la puissance du lieu, la puissance des personnages qui ont vécu à l'Élysée. Mais ça, c'est une chose. Aujourd'hui, l'Élysée, c'est le nom grandiloquent de l'équipe de Macron, des gens qui bossent avec Macron. Donc, c'est un ramassis d'opportunistes, de salauds, qui visiblement sont prêts à mentir à toute la France, alors qu'il y a des choses grossières qui se passent sous nos yeux, et ils nous disent que c'est la Russie. Donc, c'est ça l'Élysée. Et à mon avis, il faut d'emblée dissocier la symbolique de la réalité du terrain. Donc ça, c'est une première chose. J'ai vu beaucoup de réactions s'émouvoir en disant « Mon Dieu, l'Élysée qui dit n'importe quoi pour couvrir Macron. » Ils sont payés pour ça. Donc oui, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que j'ai trouvé le plus fou dans cette affaire, et c'est pas pour la provocation, vraiment, celui que j'ai trouvé le plus lucide dans cette affaire, c'est Emmanuel Macron. Lui-même, et c'est pas une blague. Je vais vous montrer un extrait de sa réaction. Il a été interviewé, parce qu'il est actuellement en déplacement à l'étranger, et regardez ce qu'il a dit, je trouve que c'est le plus lucide. Beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un, et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément. Moi je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Voilà. Ce que je trouve passionnant, c'est que Macron, dans sa folie qui n'est plus approuvée, est le plus lucide. Il est le plus lucide. Parce que le point de départ, c'est qu'on sait tous que Macron a perdu les pédales. On sait tous que ce mec n'est pas stable. On le sait. C'est acté. Mais ce qui est hallucinant, c'est que dans sa folie, Macron est le plus stable. Parce qu'il vous explique ce qui se passe. Il le dit très bien. Il dit, ces vidéos sont vraies, mais il y a des gens qui veulent prouver que. Mais l'information première, c'est ces vidéos sont vraies. Ces vidéos existent. En 2025, vous avez l'Élysée, on en parlait, vous avez cette fameuse séquence du train avec le mouchoir cocaïne, où il y a plein de journalistes qui sont présents, vous avez 3 dirigeants parmi les plus grandes puissances mondiales, et nous, on est là en train de trouver des interprétations de oui, mais peut-être que peut-être que peut-être. Tout est contrôlé et ultra contrôlé. À l'ouverture de l'avion, vous pensez sérieusement que le couple Macron, dont le cynisme, voire l'aspect diabolique, ne sont plus approuvés? Vous croyez franchement qu'ils n'y ont pas pensé? Vous croyez franchement que tout ça n'est pas calibré? Donc, c'est ce que je trouve passionnant. Macron l'explique. Macron lui-même, dans la folie qu'on lui connaît, dans l'instabilité, dont les premières amours sont déjà une preuve. Vous avez quelqu'un qui a été détourné étant mineur. Donc, dans la vraie vie, dans la vie de monsieur tout le monde, c'est déjà une marque d'instabilité. Demandez aux psychologues. Quelqu'un qui s'est tapé symboliquement sa daronne, qui allait trouver une figure maternelle dans sa prof de théâtre avec qui il a eu une relation amoureuse et assurément sexuelle alors qu'il avait 14 ans. Demandez à n'importe quel psychologue, je ne le suis pas, mais ma main a coupé, que n'importe quel psychologue vous dira « Attention, il y a un terrain glissant ». Bon, donc une fois que ça c'est dit, je veux dire, en 2025, on en est encore là à se dire «
oui, mais peut-être que là, vous avez vu le geste, il fait comme ça, puis après, il a le poing fermé, puis après, je sais pas quoi. Moi, je pense que nous sommes définitivement en train de donner raison à Macron. Je vous l'ai dit, on va pas analyser en détail le mouchoir à la cocaïne, ce geste-là, le truc avec Erdogan. J'en ai absolument rien à foutre. Ce que je trouve très intéressant, et ce qui devrait nous alerter vraiment, c'est pendant qu'on est là, en train de se demander si le couple Macron est un couple normal, parce que c'est de ça dont il s'agit. Après tout ça, on est en train de se dire, ouais, mais attends, du coup, est-ce qu'il l'a pas frappé? Est-ce que machin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pendant ce temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on parle d'euthanasie. On parle d'éliminer des handicapés. Pendant ce temps, on rogne toujours plus sur vos libertés individuelles. Pendant ce temps, on monte plus que jamais les gens les uns contre les autres pour des raisons de religion, de sexe, d'appartenance à je ne sais quel groupe. Pendant ce temps, il se passe ça. Et Macron s'amuse ou pas, je veux dire, à la limite, libre à chacun de leur attribuer ce cynisme qui reviendrait à penser que ces scènes sont organisées. Moi, franchement, c'est ce que je pense. Je pense que ce sont des écrans de fumée qui détournent l'attention des gens. La preuve, on parle de ça. On parle de ça. On n'est pas en train de parler de la situation économique de la France. On n'est pas en train de parler de votre frigo que vous pouvez plus remplir. On n'est pas en train de parler des adolescents qu'on va euthanasier demain dès qu'ils font une dépression. On est en train de parler de cette séquence à la con du couple Macron qui potentiellement s'engueule. Alors qu'on n'en sait rien. Par contre, le projet de loi euthanasie, lui, il est certain. Il y a les textes, hein, vous pouvez les trouver. Donc, ce que je trouve hallucinant, c'est que au fond, Macron est en train de gagner la partie. Parce que même nous, médias alternatifs, on est tous là, et c'est ce que je fais, donc je me le mets dans la gueule, on est tous là en train de dire « Oui, mais attendez, mais peut-être, c'est la fin de la République, c'est la fin de la France, on est humilié à l'international. » Mais parce qu'on avait vraiment attendu ça. On a vraiment que ça à foutre de parler de ce genre d'affaires. Alors que la théorisation du vide infini qu'est Emmanuel Macron, du danger qu'il est pour la République, de toutes les dingueries auxquelles nous avons eu droit depuis 2017 et même avant, on en est encore là à chercher des preuves. Comme disait Einstein, la folie, c'est répéter tout le temps la même chose en s'attendant à un résultat différent. Bon, ben, si vous voulez, là, dans l'histoire, vous avez le peuple qui commente les conneries de Macron, et vous avez Macron, qui peut-être est véritablement fou, je ne veux pas douter de ça, et franchement, j'en doute pas. Mais en attendant, le plus lucide dans l'affaire, c'est lui. Malgré tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a fait, après tous les scandales, vous avez encore des gens qui se disent « Non, non, mais si Brigitte l'a tapé, là, c'est grave. » Moi, c'est le « là, c'est grave » qui résume tout, en fait, et qui démontre que Macron a gagné. C'est que à chaque nouvelle affaire, à chaque nouvelle séquence, à chaque nouveau pseudo-scandale, vous avez des gens qui vont dire « Ouais, mais là, c'est grave. » Et c'est ça le plus inquiétant. C'est que ça fait fi de tout le reste. Ça efface l'ardoise à chaque fois. Et à chaque fois, on est là à se dire « Non, non, mais ça change tout. » Mais parce que ça changeait pas tout, le reste. Macron, candidat de la finance internationale, poussé par les pires ordures du pays, des sphères médiatiques, politiques, financières, un type qui déboule au pouvoir, dont on ne sait rien, qui trahit tout le monde, qui gagne, qui fait une cérémonie devant la pyramide du Louvre, qui a des comportements de taré avec ce fameux « parce que c'est notre projet ». Ce Macron qui déclenche l'affaire Benalla en 2018, avec l'existence d'une milice au sein de l'Élysée, avec des attributions policières auxquelles ils n'ont pas droit pour taper sur des manifestants. Le Macron des gilets jaunes, des yeux crevés, des mains arrachées, des gens morts. Le bilan économique de la France, la gestion du Covid, un Macron qui veut potentiellement envoyer nos soldats en Ukraine. C'était pas assez grave, ça? Il vous faut une scène de ménage à la con, instrumentalisé devant des caméras pour qu'on se dise « ça c'est grave ». Mais il a raison de faire ça. Vous êtes les meilleurs soutiens de Macron, ceux qui disent ça. Ceux qui disent, avec cette gravité, cette morne, là, de dire « non, non, mais moi j'ai compris des trucs, là c'est grave ». Parce que peut-être que Macron a été frappé par sa femme. Mais vous êtes les meilleurs alliés d'Emmanuel Macron. Parce que vous contribuez, on en parlait il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit, c'est mon livre de chevet, je me régale avec ça. Mais vous contribuez à cette hypnose. À cette hypnose où on est tous en attente de l'affaire qui succédera à l'affaire, qui succédera à l'affaire.
où en fait on oublie tout le reste parce que là c'est de la coke, aujourd'hui c'est une claque dans la gueule, et demain, même si on a une sextape de Macron qui se fait sucer par une chèvre, ça changera rien. Parce que tout ce que ça créera, c'est l'envie d'une autre affaire. C'est nous les dépendants dans l'histoire. C'est nous qui attendons un peu de manière malsaine, en se disant « Ah, c'est grave déjà ce qu'on a vécu, mais qu'est-ce qui nous réserve maintenant ?» C'est nous. C'est nous les abrutis dans l'histoire. On est en train de parler de ça. Les amis, l'extrait là, que je fais sur cette histoire à la con de gifle de Brigitte Macron, je vais le publier sur YouTube. Je vous parie l'apéro. Je vous parie l'apéro que cette vidéo fera plus de vues que ma vidéo d'alerte sur l'euthanasie. Je vous parie. Et si je me trompe, on trouvera un défi, vous me ferez faire ce que vous voulez, je m'en fous. Je vous parie l'apéro que je vais faire un gros titre putaclic en disant « La claque de Brigitte Macron, nanani, nanana ». Je vais faire plus de vues quand j'explique qu'on peut buter vos anciens grâce à cette loi d'euthanasie. Qu'on peut buter vos proches parce que vous n'aurez pas le droit de leur dire « Vous, non, s'il te plaît, je t'aime, reste avec nous, on va t'aider, on va t'accompagner ». Quand je fais une vidéo pour dire aux gens, ben, vous n'aurez plus le droit d'aimer vos proches, de les accompagner en cas de coup dur dans la vie, ben, ça fait pas de vue. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Et la claque de Brigitte Macron dans la gueule, ben, ça c'est super. Et je vais faire des vues et c'est extraordinaire. Mais j'en ai absolument rien à foutre de faire des vues. Mais juste que les gens soient bien conscients d'une chose, c'est que à ne s'intéresser de manière vivante, de manière engagée, à ne s'intéresser qu'à ces écrans de fumée précisément organisés pour vous capter et détourner votre attention, à la fin, vous l'aurez dans l'oignon, si je peux être dans la rime. Parce que, je le redis, mettez les choses à plat. Dire, que vous considériez que cette histoire de la gifle de Brigitte Macron, que vous considériez que c'est important, que vous considériez que à l'international, mon Dieu, l'image que ça va donner, parce que vous croyez qu'on a une bonne image, les Ukrainiens ont inventé le verbe « macroner » au bout de 3 mois de guerre. Et vous pensez que ça va changer la donne. Mais mettez ça sur la table. Mettez votre engagement. Mettez tout l'énervement que ça crée chez vous, cette gifle de Brigitte Macron. Et après, observez-vous honnêtement. Regardez la question de l'euthanasie et regardez à quel point ça vous choque. Regardez à quel point vous cherchez des informations comme vous cherchez des éléments d'analyse sur la gifle de Brigitte Macron. C'est à chacun d'entre nous de se regarder le nombril, de s'observer, et de voir ce qu'on attend véritablement. Est-ce qu'on s'intéresse au vrai sujet? Je dis vous, mais je dis on, c'est moi aussi, c'est tout le monde, hein, évidemment. Est-ce qu'on s'intéresse aux vrais sujets qui nous concernent, aux vrais scandales qui font que vous avez toujours moins de pognon, vous avez toujours moins à bouffer, que même l'eau qu'on vous vend, aujourd'hui il y a des excréments. C'est le scandale des eaux Nestlé. Ou Alexis Collère du « Oh non, pouf, commission d'enquête, mais oh, malheureux, j'irai pas », évidemment. Est-ce que ça, ce sont des vraies affaires qui font que la France doit, à un moment donné, ça doit repéter façon gilet jaune, ou est-ce qu'on accepte cette hypnose et de se mobiliser et de se prendre la tête entre nous, de dire ah ouais, non mais en fait, le vrai sujet c'est si Macron prend de la cocaïne, on se rend pas compte, si Brigitte l'a tapé, on se rend pas compte. Mais les amis, c'est une forme de complicité. Macron est repassé en 2022, ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Donc, à un moment donné, nous, médias alternatifs, nous, dissidents, nous, complotistes, on a le beau rôle de faire la leçon aux moutons. Tu sais, les fameux moutons. On est tous là à dénoncer les gens qui ne sont pas éveillés. Les moutons endormis, les pigeons, les moujons, vous les appelez comme vous voulez. On a le beau jeu à chaque fois de dire « Mais nous, on a compris des trucs qu'eux, ils n'ont pas compris. » Parce qu'eux, ils votent Macron. Mais on ne vaut pas mieux. Hein. On ne vaut pas mieux. Si franchement, on considère que le sujet, c'est la gifle, je vous assure qu'on ne vaut pas mieux. Je vous assure. Parce que les moutons qui votent Macron, ils sont endormis, ils sont dans une forme d'hypnose, mais si tu veux, je pense qu'ils sont convaincus. Ils ne s'hypnotisent pas tout seuls. Nous, c'est ce qu'on fait. On contribue à notre propre hypnose. Parce que un mec qui vote Macron, il regarde BFM TV, donc il y va. Mais le mec dissident, qui a compris que les médias mainstream disent n'importe quoi, qu'ils contribuent à créer une forme d'hypnose. Les gens dissidents, qui d'eux-mêmes vont vers les discours alternatifs, d'eux-mêmes regardent différentes chaînes YouTube, un coup les uns, un coup les autres, d'eux-mêmes sont curieux. Et ben en se focalisant sur ce genre d'affaires, ils s'hypnotisent tout seuls. Et c'est là où Macron a raison. Et c'est là où c'est un coup de génie. Et vous inquiétez pas que d'ici 2027, il y en aura d'autres des affaires. Mais voyons aussi une chose. Ces affaires qui se succèdent à ces affaires, qui se succèdent à ces affaires,
On parle souvent de fenêtre d'Overton, mais on est en plein dedans. Ça ne fait que repousser le curseur de l'acceptable. Rendez-vous compte si une telle affaire avait explosé sous Mitterrand, c'est pas le bon exemple, parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais je sais pas, prenons l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, sous Chirac, ça aurait fait un bruit monstrueux, mais monstrueux. Ça aurait potentiellement entraîné son départ. Regardez avec Macron à quel point la fenêtre de l'entendable a été repoussée. Aujourd'hui, je veux dire, le mec, avec tous ces scandales, toutes ces déclarations complètement dingues, ce bilan catastrophique, plus de 1200 milliards de dettes sous Macron. Mais vous vous rendez compte que sous Mitterrand, c'était 100 milliards en 80, la dette de la France. On est à 3200. Macron, c'est 1000 milliards. Il est responsable de plus d'un tiers de l'augmentation de la dette française en 7 ans. 8 ans. Et on en est là à se scandaliser pour une gifle. Je trouve ça complètement dingue. Macron est la preuve de l'efficacité de la fenêtre d'Overton. On en est là aujourd'hui. À commenter de « ouais, mais en fait, la gifle, c'est la preuve de la décrépitude de la démocratie ». Mais non, c'est la preuve qu'on n'a pas bouté Macron hors du pouvoir. Et qu'il en est toujours là. Et donc c'est ça, si vous voulez, qui me chagrine et sur lequel je voulais vraiment pousser un coup de gueule, les amis, parce que j'ai vraiment peur, en fait, de ce qui est en train de se passer. Pour moi, je le redis, c'est que mon avis. Macron est suffisamment malsain et cynique pour s'être rendu responsable de ce genre de manip. Je suis persuadé que tout ça est calibré. Je peux pas croire le contraire. Si vous voulez, on parle de quelqu'un qui, et d'ailleurs il suffit d'analyser son portrait officiel, on parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, pour qui les symboles sont très importants. Regardez sa photo officielle. Il n'y a pas de hasard sur la place des aiguilles de l'horloge, sur les livres qui sont sur la table, sur les symboles animaliers qu'il y a. On avait fait une analyse là-dessus, c'est Bertrand Scholler que je salue qui avait fait une analyse. C'est quelqu'un qui est extrêmement pointilleux lorsqu'il s'agit d'envoyer des symboles. C'est le portrait officiel. Et donc, on passerait du portrait officiel. Quand Candace Owens en a parlé, tout le monde a dit « Putain, mais oui, Macron, il a caché des trucs ». Et là, on est là en disant « Ah, le truc de cocaïne, il n'a pas fait exprès, c'est la preuve qu'il prend de la cocaïne devant 10 journalistes. Et la gifle de Brigitte, c'est la preuve qu'elle le tape, ils n'avaient pas vu qu'il y avait des journalistes. » Mais non. Mais on est cons, ça tient pas. Ça tient pas. Quand Candace Owen parlait du portrait, on était tous là à dire « Bah ouais, il a caché des trucs parce qu'il est malin, le gars. » Malin au sens étymologique. Et là, on se ferait croire à nous-mêmes que tout ça n'est pas calculé. On n'est pas sérieux. C'est ça qui m'embête. On n'est pas sérieux. Donc, ce que je veux dire par là, les amis, c'est un rappel sur la conception générale que, à mon avis, nous devrions avoir, chacun fait ce qu'il veut, je suis personne pour vous dire quoi penser, mais qu'à la limite, nous devrions avoir sur toutes ces affaires. Parce que c'est pas juste la gifle, cette séquence, elle n'est pas juste sur la gifle. Je veux précisément essayer de vous inviter à réfléchir autrement. Réfléchir autrement et pas vous laisser avoir. Tout simplement pas vous laisser piéger. C'est un piège. Je pense sincèrement, c'est que mon avis une fois de plus, je pense sincèrement que c'est un piège. Et qu'on leur permet de gagner du temps. Pendant qu'on parle de ça, je vous le redis, à l'Assemblée, ils parlent de l'euthanasie. Donc, tant pis si ça vous déçoit, tant pis si c'est décevant de se dire « Ouais, mais là, on avait l'impression de tenir quelque chose. » Parce que c'est une séquence qui est claire. Brigitte Macron qui met une torgnole dans la gueule d'Emmanuel. Bon, d'accord. Mais ça change quoi à la réalité? Ça change quoi au sens du réel? Ben, pas grand-chose. Alors que le projet de loi euthanasie, oui. Et d'autres projets de loi. Là, il y a la loi Duplon sur les agriculteurs. Enfin, pendant ce temps, il y a des choses sérieuses qui sont en train de se passer. Pendant ce temps, l'industrie française se casse la gueule. Pendant ce temps, Macron, envoyé et complice des Américains, est en train de réussir son pari. Le FMI parle d'une potentielle mise sous tutelle de la France. C'est ça qui se passe pendant ce temps. Donc, moi, si vous voulez, c'est là où je modestement, et puis je le redis, je fais ce que vous faites ce que vous voulez. J'essaie d'être un peu dans la démarche juste milieu, de commenter l'actualité, mais de voir parfois ce qui se cache sous le rideau. Et bien là, ça commence vraiment à m'effrayer, parce que même nous, les dissidents, même nous, les complotistes, même nous, tout ce que vous voulez, même nous, on se fait baiser par ce genre d'affaires. Et on est tous là à dire « Ouais, mais l'Élysée, vous avez vu, ils essaient de cacher. » Mais oui, mais c'est leur boulot. Est-ce que vous avez vu l'Élysée qui a dit une fois la vérité sur un scandale qui touchait un président? Jamais. Jamais.
Après, on dit, ouais, mais bon, peut-être ils n'ont pas fait exprès, ils ont été pris sur le vif. Mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Si Macron, il met le livre d'André Gide, Les nourritures terrestres, sur son bureau, sur la photo officielle, c'est pas pour rien, je vous assure. Donc, s'il met le rouge et le noir, hein, c'est aussi... Il y a beaucoup de choses là-dessous. Macron, enfin, je vais radoter, je sens que je vais radoter, tu vois, donc je préfère couper pour être précis là-dessus, les amis. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est, pour finir sur cette note-là de positif, vous êtes trop intelligent pour vous laisser berner par ce genre de choses. Vous qui avez fait le choix d'aller écouter par vous-même d'autres discours, de vous confronter à la complexité de l'actu, vous qui avez fait le choix de prendre du temps pour penser autrement, pour penser contre vous parfois, pour penser différemment, vous qui avez accepté ça, je vous en supplie, ne vous laissez pas berner par des évidences, même si c'est sexy, même si c'est beau. Tu vois, je pense à l'exemple, par exemple, de quelqu'un, je sais pas, qui se dit, tiens, je vais faire attention à ce que je bouffe. J'arrête les McDo, j'arrête les conneries, les machins, les bidules, les compagnies. Je vais manger bio, je vais bricoler, je vais machin, je vais truc. Bon, bah, le jour où on te présente un donut avec un glaçage bleu fluo et une étiquette bio, bah, c'est pas parce que c'est appétissant que c'est vraiment bio. Il faut être prudent jusqu'au bout. Mon exemple est moyennasse. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous qui avez réussi à sortir de la caverne, si on prend l'allégorie de Platon, n'y retournez pas. Parce que c'est comme ça qu'on va vous tuer. Vous connaissez le mythe de l'allégorie de la caverne de Platon. Je vous le raconte pour finir là-dessus. Ça met une petite note de philo parce qu'on est en plein dedans. Platon, donc c'est un grec ancien. Hein. T'es bien avant Nikos Aliagas. Hein. T'es vraiment même avant l'invention du tarama, à mon avis. C'est vraiment Platon, c'est la Grèce antique. Bon, il a développé une allégorie. Ça s'appelle l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire, t'as des types qui sont enchaînés dans une caverne. Alors, il faut imaginer que la caverne, elle est en contrebas, tu vois. L'entrée de la caverne, c'est comme ça, tu descends un peu, et là, tu as le sol de la caverne. Et tu as des types, ils sont enchaînés, à la ligne, comme ça. Et ils font face au mur du fond de la caverne. Et en fait, il y a des gens qui passent devant l'entrée de la caverne, donc tu vois, qui est par-dessus. Et avec la lumière du soleil, ça projette juste des ombres. Ça projette juste des ombres de ces personnes qui passent. Les prisonniers qui sont enchaînés, alors, il faut imaginer, ils sont enchaînés depuis le début de leur vie. C'est une allégorie de la Grèce antique, c'est comme ça. Ça fait long, mais c'est comme ça. Les prisonniers, si tu veux, tu vois, il y a une image. Pour vous aider à... J'ai trouvé une petite image pour vous aider à matérialiser la chose sur le site La Pause Philo, un super site d'ailleurs. Regardez, ça ressemble à ça, tu vois. Tu as l'entrée de la caverne qui est ici, tac, 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 et tu as les prisonniers qui sont assis là, de l'autre côté du mur. Et on fait passer des silhouettes, tu vois, il y a des gens qui passent avec des silhouettes et ça diffuse le reflet sur le mur. Bon, bah, les prisonniers pensent que c'est ça le réel. Ils se disent, bah, on a connu que ça, on voit que le mur du fond de la caverne. Pour eux, le réel, c'est ça. C'est normal. Un jour, t'en as un qui se détache, il arrive à se sauver, il se tire de la caverne, il arrive à aller à sortir. Donc là, il y a la lumière du jour, tu vois, qui l'aveugle, un peu comme le matin, tu sais, quand tu ouvres les yeux, tu as pleine lumière, ça éblouit. Il est complètement ébloui, puis au bout de quelques efforts assez durs, il arrive à mieux percevoir le monde autour de lui, et il comprend qu'en fait, ce qu'il voyait se refléter sur le fond de la caverne, c'était simplement des silhouettes sur des chapeaux. Et il comprend qu'en fait, le monde qu'on lui a raconté n'est pas le vrai monde, c'est Matrix. L'allégorie de la caverne, c'est Matrix, c'est exactement Matrix. Et donc ce type-là, il voit les autres, il dit putain, bon alors ok, ils ont des chapeaux dégueulasses avec des bonhommes, c'est ça notre réel. Ce qu'on pensait être le réel, c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. Je suis sorti, j'ai vu, j'ai pensé autrement. Et le gars, parce qu'il est sympa, il doit être de gauche, il doit voter Glucksmann, il redescend dans la caverne pour aller libérer ses potes. Et il leur dit, les gars, j'ai vu un truc de ouf. Alors dehors, il y a un KFC, ça sent bon, et en plus, c'est pas le vrai monde. Alors ses potes, comment ça, Didier? Parce que bah, nous, on est là depuis le début, donc s'il y a un monde, c'est celui-là, hein, Didier. Et bon, bref, je vous la passe, toute la discussion. Il libère ses potes et ses amis, n'acceptant pas le fait que leur réel soit bouleversé, il le tue. Il tue le mec qui avait réussi à voir autrement. Donc, je pense, et peut-être qu'on se raconte un peu des histoires, mais je pense que vous êtes ce personnage en vous engageant vers les médias alternatifs, en vous engageant à penser autrement. C'est pas qu'une question de médias alternatifs, c'est une question de regard sur ce qui se passe. En étant sorti de la grotte, vous êtes dangereux si vous y retournez.
Donc je pense que ce genre d'affaires, de la gifle, de la cocaïne et compagnie, c'est ce qui nous fait retourner dans la grotte. C'est ce qui nous fait nous remettre à niveau de ce réel qu'on nous diffuse devant les yeux. Et donc on va se tuer, et donc on va s'entretuer. Parce que on re-rentre dans la manipulation de ces gens-là qui créent des séquences bidons pour faire croire que c'est le réel, pour détourner l'attention et compagnie. Donc voilà, pour finir sur cette petite métaphore philosophique, les amis, je pense franchement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense franchement qu'il faut être prudent et ne pas se laisser berner, parce qu'aujourd'hui c'est la gifle dans la gueule, mais demain on aura peut-être la sextape d'Emmanuel Macron avec un ficus, et ce sera à chaque fois la même connerie. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire.